Patrick Sillard, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur de l'ENSG Géomatique. Alors, ma première question, elle va être simple. C'est quoi la géomatique? Donc la géomatique, c'est la rencontre de la géographie et de l'informatique. Géomatique, c'est-à-dire l'ensemble des disciplines qui vont permettre de produire de l'information localisée, de la donnée numérique, de la donnée géolocalisée. Donc on va retrouver dans ces disciplines l'ensemble des disciplines de l'ingénieur, des mathématiques appliquées, de la physique, qui vont nous permettre de localiser, de fournir, de créer de la donnée géographique, de la donnée géolocalisée. Tout est géodata finalement, ou une grosse partie de l'information qu'on détient aujourd'hui, qui circule, est de l'information géolocalisée. Pour vous en rendre compte, il suffit de regarder votre smartphone par exemple. Votre smartphone, il vous donne des coordonnées GPS dans l'espace qui vont vous permettre de vous localiser sur un fond de carte, dans une application, un fond de carte, où sont aussi localisés différents objets qui font sens par rapport à notre usage de l'espace géographique. Donc sont données géographiques, finalement, toutes ces informations. Parce que c'est vrai que moi j'ai toujours connu l'ENSG comme l'École nationale des sciences, alors de la géographie. L'ajout de géomatique, c'est récent ou ça a toujours été dans l'intitulé de l'école? Alors, École nationale des sciences géographiques, en effet, créée il y a bien longtemps, en 1941, en même temps que l'Institut géographique national, son institut de rattachement, qui existe toujours, qui s'appelle désormais Institut national de l'information géographique et forestière. L'ajout du terme géomatique, c'est l'entrée massive, l'irruption massive dans nos pratiques de l'informatique. Donc ça remonte aux années 80. Hein. Et puis, progressivement, finalement, cette école, c'est une école de la donnée numérique, géonumérique. Alors justement, ça c'est l'ADN de l'école? Alors l'ADN de l'école, c'est effectivement le cœur de la formation, tourne autour des techniques, des technologies, des sciences qui permettent de produire cette information, de la traiter, de l'analyser, et qui ensuite vont être utilisées dans toutes les disciplines, qui vont traiter de l'espace, l'urbanisme, etc. L'ADN de l'école, c'est aussi une école à taille humaine. Hein. On est très soucieux d'avoir une relation étroite avec nos étudiants. Et cette taille humaine, on recrute 60 élèves ingénieurs par an, c'est donc de petites promotions. Cette taille humaine nous importe beaucoup parce qu'elle induit un certain nombre d'éléments de pédagogie, d'accompagnement. On a un enseignement très basé sur les différents projets, et puis bien sûr des stages. Et c'est au cœur de nos valeurs et de notre fonctionnement. Ce que je vous propose, c'est qu'on balaye rapidement les formations que vous proposez, en commençant, j'allais dire, par la principale formation, hein, qui est ce titre d'ingénieur. Donc, la formation d'ingénieur, formation en 3 ans, qui recrute à Bac+2, en classe préparatoire aux grandes écoles, concours mines télécom. Et puis d'autres voies, bien sûr, admission sur titre, BTS, BUT, licence professionnelle. Donc c'est une formation qui est articulée sur deux périodes phares, qui sont les 2 premières années, un tronc commun, tous les élèves suivent les mêmes types d'enseignement, et puis une spécialisation en 3e année sur une des phases de la production du cycle de la donnée géographique ou des utilisations de cette donnée dans des disciplines qui vont l'utiliser, la géographie, les sciences humaines, l'urbanisme, les sciences de la Terre. Voilà. Donc les 2 premières années s'organisent sur 4 piliers. Le premier pilier, ce sont les mathématiques appliquées, les sciences des données qui vont permettre de traiter l'information, de produire l'information géographique et de l'analyser. Un socle de physique également, hein, parce qu'on va s'intéresser aux capteurs qui permettent de produire, de capter l'information brute, l'imagerie satellitaire, les techniques de laser, etc. Donc qui justifient qu'on va s'intéresser à la physique de la propagation et à la mécanique également, puisque en général les capteurs sont embarqués sur des objets qui bougent, donc il faut traiter au plan de la mécanique ce que font ces objets. Un deuxième pilier important qui est l'informatique, la donnée, il faut la structurer, la mettre à disposition, l'organiser. Donc ça, c'est l'informatique et les bases de données. Alors aujourd'hui, on va évidemment jusqu'aux techniques d'intelligence artificielle, réseaux de neurones, etc., qui sont vraiment dans le champ. On en parlera tout à l'heure, l'importance de l'intelligence artificielle, son impact sur... Voilà. Le 3e pilier, c'est le pilier des sciences humaines. On a une formation humaine
d'ingénieurs, comme les écoles d'ingénieurs le font traditionnellement, mais aussi de sciences humaines appliquées à la géographie. Donc on va explorer les sujets d'économie et aussi évidemment de transition écologique. C'est un point important. Quatrième dimension. La quatrième dimension, mais c'est tout simplement ce qu'on appelle la géomatique fondamentale, donc les grandes disciplines historiques qui permettent de produire de l'information sur le terrain, la géodésie, la topométrie, la photogrammétrie, c'est-à-dire des techniques qui remettent en géométrie l'information captée sur le terrain pour la rendre superposable aux autres informations cartographiées. Voilà ce qu'est la quatrième dimension. Je reviens un instant sur les conditions d'admission, parce que vous avez parlé, bon, cycle ingénieur prépa, concours commun, pour les admissions qu'on appelle sur titre ou parallèle, Bac plus 2, Bac plus 3, quel type de but ou quel type de licence vous allez admettre? Donc, l'école, l'ENSG Géomatique est une école qui forme à la donnée. Donc, on va avoir on va faire appel à des compétences à l'entrée à l'école qui sont assez avancées en mathématiques. Donc, on va s'adresser plutôt à des publics qui ont fait des licences scientifiques, maths, physique, licences professionnelles également, c'est tout à fait possible. Donc, avec à chaque fois un regard porté très précisément sur les compétences en mathématiques et en physique, qui vont permettre ensuite d'enchaîner sur les apprentissages qui sont délivrés à l'école. Donc l'ENSG, une grande école qui prend des prépas, des admissions sur titre, des étudiants, mais c'est aussi une école qui accueille des fonctionnaires. Oui, vous avez raison. Nous recrutons, donc, en effet, notamment sur le concours Mines Télécom, une vingtaine de fonctionnaires par an, donc des élèves qui sont rémunérés durant leur formation, entre 1 600 et 1 900 euros bruts par mois. Donc ces élèves rentrent dans la fonction publique au moment du concours et par la suite poursuivront dans le champ de la fonction publique, à l'hygiène d'abord et probablement ensuite dans différents endroits de la fonction publique, notamment au ministère de l'écologie. Donc ces élèves ont exactement le même cursus que le cursus des élèves étudiants, donc on ne fait pas de différence, si ce n'est qu'effectivement ces étudiants sont rémunérés. Donc l'École nationale des sciences géographiques est une école publique qui recrute effectivement des élèves de ces différentes catégories, fonctionnaires et civils étudiants. Si vous pouviez nous décrire, nous résumer ce qu'est un ingénieur géomaticien. Un ingénieur géomaticien est un ingénieur spécialiste de la donnée géonumérique. Donc il va pouvoir intervenir sur deux champs, soit en tant qu'expert de la donnée sur une des étapes de la production de la donnée, de son utilisation, de son analyse, ou une deuxième possibilité, c'est qu'il intervient en tant que spécialiste d'un domaine métier qui va utiliser la donnée géographique pour analyser dans le cadre d'une problématique métier. Un urbaniste, par exemple, un géomaticien peut devenir urbaniste en ayant les compétences d'urbanisme et arrivant avec son bagage de spécialiste de la donnée géonumérique. Voilà, donc les deux pans d'activité, les deux grands métiers qu'on va retrouver sur un ingénieur géomaticien. C'est un ingénieur spécialiste de la donnée, donc très souvent un informaticien ou quelqu'un qui est spécialiste de la donnée et de son traitement, ou un spécialiste d'un métier qui va utiliser dans ses problématisations la donnée géonumérique. Alors on a parlé du cycle ingénieur, mais vous proposez aussi une licence professionnelle. En effet. Donc licence professionnelle qui recrute au niveau bac. Nous sommes sur Parcoursup. Deux types de parcours. Un parcours ingénieur, un parcours entre guillemets civil, c'est-à-dire étudiant classique, et puis un parcours fonctionnaire. Donc fonctionnaire destiné à l'hygiène. Donc c'est une licence qui forme des techniciens. Donc par rapport aux ingénieurs, je dirais qu'ils sont plus dans l'acquisition d'informations sur le terrain. Ils vont être compétents sur les techniques d'acquisition d'informations, topométrie, lasergamétrie, des choses qu'on va aller observer sur le terrain. Donc dans les 2 premières années, on a un apprentissage qui est à la fois technique par rapport à ces disciplines et puis pratique également. Et puis en 3e année, on va pousser vers en effet l'usage, donc progressivement les questions qui vont se poser davantage dans des enjeux de conception de systèmes d'information. Et donc cet ensemble de formations nous permet de former des techniciens de bon niveau. Et après cette licence pro, est-ce qu'il y a une éventuelle passerelle pour rejoindre le cycle ingénieur? Oui, en effet, c'est possible. Je dirais que les meilleurs de la licence professionnelle peuvent en effet enchaîner, être sélectionnés sur dossier, au même titre que d'autres
titulaire de licence et donc enchaîner sur le cycle d'ingénieur. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'IA. Alors, on imagine que dans le domaine de la géographie, de la géomatique, l'IA a dû changer beaucoup de choses, à la fois dans les enseignements que vous proposez, puis évidemment dans la pratique des métiers. Alors, l'IA, c'est désormais une technique, un ensemble de techniques qui interviennent dans la production d'informations géographiques de manière massive, spectaculaire, je dirais même depuis 4 ou 5 ans. Le développement s'est accéléré de manière spectaculaire. Un des enjeux principaux, c'est d'automatiser la reconnaissance des objets sur les images en particulier, ou sur les données brutes collectées par les capteurs. Donc c'est une discipline qui est désormais partie intégrante de la trousse à outils, je dirais, du géomaticien. Et donc on enseigne à la fois avec ses fondements mathématiques et d'estimation statistique jusqu'aux enjeux de mise en forme informatique avec les sujets de big data par exemple, qui sont évidemment au cœur. Quand on traite de la donnée satellitaire, on traite des big data, et donc la mise en forme des algorithmes d'IA est évidemment enseignée dans cette école. Donc l'IA est effectivement arrivée de manière importante occupe une place importante dans notre enseignement. Elle occupe aussi une place dans la pédagogie, à travers l'usage que peuvent faire les étudiants de l'IA générative, par exemple. Donc c'est quelque chose qu'on assume. On admet tout à fait que nos étudiants l'utilisent, mais évidemment en ayant une bonne maîtrise de ce que l'IA générative produit. Mais parce que d'ailleurs, quand vous parlez d'ingénieur géomaticien, il y a une particularité de votre école, c'est que vous avez une proportion d'étudiantes qui est largement au-dessus de la moyenne nationale pour une école d'ingénieur. Oui, on est à peu près 10 points au-dessus de la moyenne nationale. De la même manière qu'on est à peu près 10 points au-dessus en taux de boursiers. Alors pour revenir à votre question, qui était donc la proportion d'étudiantes, effectivement, on constate, et c'est historique, enfin ça a toujours été le cas, on constate que le taux de féminisation dans nos étudiants est assez élevé, effectivement. Et donc ça témoigne sans doute l'intérêt des jeunes femmes pour la géomatique et l'environnement et les sciences du territoire. Ça témoigne aussi certainement des valeurs que nous promouvons, puisque nous accordons beaucoup d'importance aux questions d'inclusion, au sens large. Est-ce que la demande est croissante en termes d'ingénieurs justement géomaticiens? Oui, alors c'est un secteur extrêmement dynamique. On estime aujourd'hui qu'il y a 70 000 emplois directs dans le secteur de la géodonnée, du géonumérique en France. Et pour vous donner quelques idées, le numérique en France est, comme chacun sait, un secteur extrêmement actif. On a des très belles entreprises, de la start-up à la licorne, et une activité considérable. Le secteur du géonumérique représente 10% du secteur du numérique. Donc on a effectivement, on irrigue un secteur qui est extrêmement vaste. Et donc interviennent dans ce secteur de très nombreuses entreprises, depuis, comme je disais, la start-up jusqu'à des entreprises comme Airbus, Thales, pour les entreprises de l'espace, ou des entreprises de l'aménagement, Veolia, Suez, etc. Est-ce que vous avez le sentiment que dans les différentes disciplines du monde de l'ingénieur, la géomatique n'est pas assez connue? Alors, elle n'est pas assez connue, elle l'est notamment dans le secteur du numérique. Comme je le disais tout à l'heure, la géomatique représente 10%, enfin le géonumérique représente 10% du numérique, donc c'est difficile quand vous travaillez dans le numérique d'ignorer ce qu'est la géomatique. Dans le champ des écoles d'ingénieurs françaises, il est vrai que l'ENSG géomatique est l'unique école qui forme à la donnée géonumérique, donc à la géomatique. C'est une école qui n'est pas extrêmement connue parce que aussi nous faisons le choix d'être une école à taille humaine. Et c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, volontaire. On a une pédagogie qui s'adapte à ce type de public. Voilà. Mais dans le secteur spécialisé du numérique, la géomatique est bien identifiée. Patrick Sillard, merci pour cet échange. Merci à vous.